Ma première question serait tout simplement d'abord de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peut-être ton parcours académique pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Alors, mon parcours académique est assez traditionnel. Donc, je suis issu de la fac de sport, donc le FR-STAPS, promo 99, si mes souvenirs sont bons. Donc, je suis sorti avec une maîtrise qui est l'équivalent aujourd'hui d'un master. Ensuite, j'ai enchaîné avec un brevet d'état d'haltérophilie et de musculation. Et ensuite, j'ai réintégré la faculté une année supplémentaire pour faire le DU de préparation physique à l'UFR-STAPS de Dijon. Ça, c'était un petit peu plus tard, c'était en 2003. Mais après, assez rapidement, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la préparation physique. Alors, j'ai fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler dans un club traditionnel, un club commercial dans le sud de la France. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé avec des sportifs de haut niveau. Et donc, notamment, mes premières armes ont été faites dans le milieu du tennis. Mais ensuite, j'ai été basculé dans le milieu de la natation avec le pôle espoir qui était sur Antibes. Ok. Voilà. Ça s'est rapidement enchaîné puisque je suis toujours dans le j'ai donc avec le pôle espoir et le pôle France de natation. J'ai également travaillé, je travaille toujours avec le pôle espoir et le pôle France de voile, à la fois sur Antibes et sur Marseille. Et ensuite, au niveau national, je me suis occupé de l'équipe de France de natation pour les Jeux de 2012 et de 2016. Et aujourd'hui, je suis sur la PO de Paris avec l'équipe de France de voile, entre autres. Ça, c'est le côté, on va dire, préparation physique. Et après, j'ai le pendant formation, où je suis le référent sur le BPAF au Greta Côte d'Azur, donc sur Sophia Antipolis, toujours dans le sud. Et je travaille également avec la Fédération française d'haltérophilie musculation sur une formation que j'ai montée avec des confrères, qui est coach muscu fonctionnel, que je fais sur l'INSEP à Paris. Voilà. Ok. Un beau, une belle carrière déjà. Ouais, ouais, c'est une carrière qui a été et qui est toujours très enrichissante parce que alors je me suis pas forcément focalisé sur une seule discipline. J'ai officié sur plusieurs disciplines parce qu'à côté de la natation et de la voile, j'ai travaillé avec d'autres sportifs, notamment dans le milieu du ski et dans le milieu du tennis et d'autres. Mais moi, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est l'enrichissement aussi d'un point de vue humain, le rapport que l'on a avec les sportifs au quotidien, les aléas, les moments où ça va, les moments où ça va pas. Et pour moi, tout ça, c'est de très très belles aventures. Et quand ça marche, c'est tout bénef. Mais quand ça marche pas, ça fait partie du jeu. Donc on l'accepte, on réfléchit, on relance la machine et c'est parti pour un nouveau tour. Mhm. Et justement, aujourd'hui, j'avais décidé de parler avec toi de tout ce qui touchait à l'haltérophilie. Je trouve que c'est quand même un Ouais, sujet très intéressant. Moi, d'ailleurs, je le connais vraiment pas du tout bien. Et ma première question ouais. serait tout simplement de définir un peu, d'expliquer, selon toi, qu'est-ce que c'est l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport. C'est un sport olympique qui aujourd'hui se définit à travers deux mouvements olympiques qui sont l'arraché et l'épaulé jeté. Il faut bien comprendre que la haltérophilie, c'est une discipline traditionnelle qui est très pointue, qui est très technique, où il faut énormément de patience. Et c'est vrai que l'haltérophilie aujourd'hui a repris ses lettres de noblesse, notamment grâce au CrossFit. Et ce qui fait que on a de nouveau un relan de cette discipline-là, pas forcément dans les clubs d'haltéro, mais beaucoup dans les box de CrossFit, mais également dans des clubs commerciaux où l'on peut retrouver maintenant de plus en plus des plateaux haltéro qui sont mis en place. Après, derrière, bien évidemment, tout va dépendre du professionnalisme de la personne qui va enseigner l'haltérophilie. C'est la raison pour laquelle, moi, je considère qu'il faut avoir un certain parcours. Évidemment, il faut être pratiquant. Mais après, il faut avoir un certain parcours. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir la Fédération française d'haltérophilie et musculation qui officie justement pour s'assurer que les parcours professionnels puissent apporter toutes les compétences qu'il faut pour enseigner ces disciplines. Mhm. Et selon toi, maintenant, quel est l'intérêt de mettre des mouvements d'haltérophilie
dans justement la préparation physique de tes athlètes ou des athlètes en général? Bah, on sait que l'haltérophilie, indépendamment du côté disciplinaire, c'est une pratique qui permet de développer différentes qualités que l'on connaît, hein, des qualités de mobilité, des qualités de coordination, de puissance, d'explosivité. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ma préparation physique, à ce que j'ai prévu pour mon athlète, est-ce que j'en ai besoin ou pas? C'est pas une obligation de faire de la préparation physique avec de l'haltérophilie. On peut très bien développer la puissance en faisant autre chose, surtout si on n'a pas les compétences. Maintenant, si on y trouve un intérêt, quel qu'il soit, de pouvoir choisir un des deux mouvements ou faire les deux mouvements ou faire une partie du mouvement, bah pourquoi pas, il faut se lancer. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la pratique de l'haltérophilie, c'est avant tout une pratique de patience. Et il faut déjà, avant d'être un instructeur, il faut déjà être un pratiquant. Et quand Mhm. c'est fait, il faut essayer de trouver toute la pédagogie qu'il faut pour pouvoir faire en sorte de pouvoir s'approprier ces disciplines-là, qui permettra, in fine, de développer ce que l'on recherche, puissance, explosivité, coordination motrice et autres. Mhm. Mais du coup, pour toi, est-ce que ça pourrait se mettre dans tous les sports ou certains sports en particulier? Globalement, oui. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va retrouver que la puissance, clairement, ça va se retrouver dans plus de 80% des activités physiques et sportives. C'est la qualité, une des qualités qui est fondamentale pour l'accès à la performance. D'accord? Maintenant, on sait que cette qualité-là, elle va être fortement composée d'un niveau de force qui va être élevé, de la composante vitesse. On sait que la composante vitesse a au départ un gros bagage génétique. On ne peut pas forcément la développer aussi simplement que ça. Ça prend du temps également. Et donc, ce qui fait que oui, globalement, si on prend l'haltérophilie, on peut retrouver un intérêt à faire l'haltérophilie sur n'importe quel type d'activité. Maintenant, il faut toujours se poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce que mon athlète, il en a besoin ou pas? Si tu considères qu'il n'en a pas besoin, ne le fais pas. Si tu considères que c'est trop compliqué parce que c'est pas suffisamment simple en accessibilité, ne le fais pas. Maintenant, si tu trouves un intérêt, oui, pourquoi pas, allons-y. Mais globalement, tu peux intégrer l'haltérophilie dans n'importe quel type de sport. Maintenant, peut-être qu'il y a des sports où on se dit, ah bah tiens, je n'ai pas forcément en avoir besoin. Je te donne un exemple. Si on regarde l'haltérophilie aujourd'hui, bah on se rend compte que dans les mouvements d'arraché d'épaulé jeté, tu vas être beaucoup sur un axe vertical. Donc on se dit, intéressant pour le basket, intéressant pour le volley et autres. Maintenant, pour les composantes horizontales, est-ce que j'en ai besoin? Si on prend du recul, on va se dire, bah non, donc je vais faire autre chose. Maintenant, si tu prends un autre prétexte qui va être, ouais, mais néanmoins, je vais pouvoir gagner un peu plus en puissance. Néanmoins, je vais pouvoir apporter un peu plus d'explosivité. Et ben même sur des sports à forte dominante horizontale, pourquoi pas? Faisons-le. Donc, tu pourrais le mettre en natation, par exemple. Ouais, et je l'ai fait. Ok. Je Mais l'ai donc, fait. pour toi, c'est intéressant si, par exemple, on veut travailler de la puissance, de mettre en place l'haltérophilie et que c'est peut-être plus avantageux que d'autres techniques qui travailleraient la puissance, mais pas sous la forme, enfin, avec l'aide de l'haltéro. Je suis pas sûr que ça soit plus avantageux parce que, encore une fois, la composante technique, elle est tellement compliquée que on pourrait très bien décider d'utiliser un biais qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu prends des mouvements traditionnels que l'on connaît, du squat, du bench press, du strict press, et après tout ce qui est jump et tout ce qui est lancé, d'accord? En utilisant avec justesse les paramètres de force et les paramètres de vitesse. Et là, tu gagneras en puissance et en explosivité. Et tu ne toucheras pas une barre d'haltéro. Maintenant, il est vrai que l'haltérophilie a tellement de bienfaits que globalement, oui, ça a un intérêt. Mhm. En tout cas, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont intéressées pour utiliser l'haltérophilie, moi, je le conseille vivement, bien évidemment. On devient assez drogué, l'haltéro, en fait, hein. Déjà en tant que pratiquant, parce que c'est pas évident de mettre une barre au-dessus de la tête, déjà, d'une. Et puis, il est vrai qu'au fur et à mesure de la pratique, malgré que ce soit une pratique qui soit pratiquée avec, encore une fois, beaucoup de patience, bah, à un moment donné, on rentre dans le jeu et on se dit,
waouh, c'est quand même génial de mettre un certain poids au-dessus de la tête. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'on devient assez rapidement addict à l'haltérophilie. Et c'est vrai que quand on voit les mouvements, ouais, quand une telle charge, bras tendus au-dessus de la tête, c'est clair que c'est impressionnant et clairement, Mm. ça peut faire un peu peur aussi aux gens, je pense, Oui, dans tout ce qui oui, est il y a un côté, stabilité de l'épaule et tout ça, ouais, il y quoi. a un côté appréhension, ouais, tout à fait. Oui, ça, c'est la stabilité de l'épaule. Est-ce que j'ai la mobilité thoracique et de l'épaule aussi pour pouvoir mettre la barre au-dessus de la tête? Est-ce que j'ai suffisamment de mobilité de hanche? Est-ce que je suis assez stable au niveau du tronc? Est-ce que j'ai de la mobilité au niveau de la cheville? Est-ce que mes pieds sont suffisamment forts? Parce que tout part des pieds. Et c'est vrai que de se dire que, bah, à un moment donné, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos au-dessus de la tête, waouh, ça paraît assez impressionnant. Alors, quand tu vois aujourd'hui les meilleurs mondiaux, il y a eu les championnats du monde là qui se sont terminés la semaine dernière, qui sont bien au-delà de ça, on se dit, mais il y a une vraie valeur de compétences techniques et aussi physiques, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'haltérophilie, on rentre très très vite dans le jeu. Et du coup, pour toi, on peut la mettre en place seulement à partir du moment où on a une mobilité de tout le corps qui est Ouais, suffisante. Il faut d'abord avoir cette mobilité avant de penser à faire du travail d'haltéro. ouais, exactement. En France, il y a des choses dans le. Ton athlète a une excellente stabilité au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que tout part des pieds. Tes pieds, c'est un tripode, donc c'est un trépied. Donc déjà, il y a tout un travail au niveau des pieds à faire à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle mes athlètes travaillent pieds nus. Ça, c'est la première chose. Et après, oui, en termes de prérequis, il faut vérifier la mobilité de cheville, la mobilité de hanche, la mobilité thoracique, la mobilité des épaules. Pourquoi? Parce que tu es sur une composante où tu vas chercher une triple extension avec à la fin une réception barre au-dessus de la tête. Et tout ça est au départ issu d'une excellente mobilité et d'un niveau de force suffisant. Donc il faut d'abord t'assurer au départ que tu as mis tout ça en place. Maintenant, l'haltérophilie, encore une fois, c'est un sport. Donc dans les clubs, bah, tu vas retrouver facilement des jeunes gens qui commencent à faire l'haltérophilie au plus tôt. Et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un jeune de 10 ans, 11 ans et 12 ans, voire plus, a beaucoup plus de mobilité qu'une personne de 20 ans. D'accord? C'est beaucoup plus malléable, donc c'est beaucoup plus facile d'intégrer l'haltérophilie à cet âge-là. Maintenant, on peut très bien utiliser l'haltérophilie pour un jeune de 20 et 25 ans, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, et encore une fois, il faut s'assurer que tout est mis en place. C'est pour ça qu'il faut un peu de patience au départ. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et surtout, surtout, ne pas se précipiter. Et justement, quand tu parles de faire le travail à pieds nus, ce serait quoi l'avantage par rapport aux chaussures? Ben, le travail pieds nus, on sait que les pieds, c'est rempli de mécanorécepteurs. D'accord? Donc, tu vas avoir de suite d'excellentes sensations dans le sol. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les pieds, c'est la seule partie du corps qui est systématiquement en contact avec le sol. Donc là-dessus, le travail de force, quel qu'il soit, je mets l'haltérophilie même de côté, va partir d'une excellente stabilité de pied. La deuxième composante sur laquelle tu dois travailler, c'est le grip, c'est la force de préhension. On sait que la force de préhension a été utilisée et est toujours utilisée comme outil de prédiction de la force d'un athlète. Et donc là-dessus, pieds et mains doivent être forts. Maintenant, si on reprend par exemple les travaux de Gray Cook et de Mike Ball, notamment sur le lien qui est entre mobilité et stabilité sur l'ensemble des articulations, donc le joint bind jump concept, où tu vas avoir une alternance d'articulation à dominance stable et à dominance mobile. Si tout ça est mis en place, bien évidemment, tu vas réussir à un moment donné à avoir beaucoup plus de facilité sur les mouvements en haltérophilie. Donc le fait au départ de te retrouver à faire tout ce qui est warm-up au sol, pieds nus, euh, à genoux, à plat ventre, à plat dos, tout ce qui est travail type animal flow est hyper intéressant pour développer les habiletés motrices. Donc au plus tu fais un travail pieds nus, type arts martiaux, c'est magique. Tout ce qui est gymnastique, c'est magique. Il faut le faire. Ok, donc même en dehors de l'haltéro,
tout ce qui est squat, soulevé de terre et tout ça, toi, tu privilégies le travail à pieds nus. Oui, tout à fait, Ok. tout à fait. Et maintenant, pour ce qui est de l'haltérophilie, comment tu mets ça en place dans tes séances? Est-ce qu'il faut faire, donc je parle de préparation physique, est-ce qu'il faut faire des séances avec uniquement des mouvements d'haltérophilie? Euh, Quelle fréquence d'entraînement enfin, placer un peu, comment tu mets ça en place? Alors, euh, au départ, donc comme je te l'ai expliqué, je mets ça en place à partir du moment où je me suis assuré que la mobilité, la stabilité est présente et qu'il est temps à un moment donné de pouvoir commencer à intégrer les éducatifs en haltéro. Je ne fais pas une séance complète en haltérophilie, d'accord? Je fais au départ une partie de séance où je vais intégrer le travail de positionnement, le travail de direction de barre, le travail de verticalité. Et la plupart du temps, je commence toujours par l'arracher. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile des deux. C'est le moins accessible. Mhm. Et ensuite, dans un second temps, j'intègre l'épaulé. Quand j'ai fait cette partie de séance, je vais ensuite passer à autre chose. D'accord? Je vais travailler sur d'autres mouvements. Ensuite, à partir du moment où j'ai travaillé de cette façon-là, je vais continuer à améliorer les éducatifs, mais je repars toujours à chaque fois de la même base et je fais une évolution au fur et à mesure. En aucun cas, première séance, je finis avec la barre forcément au-dessus de la tête. Non, je veux d'abord m'assurer que la position de départ elle est correcte, que euh, les différents éducatifs de type tirage lourd, tirage de bras d'arraché, ce genre de choses soient mis en place avant d'aller chercher un arraché complet. Donc, tu ferais par exemple des exercices de tirage sans faire l'arraché complet, en augmentant la charge. Et à partir du moment où l'athlète est capable de faire ce mouvement-là avec une grosse charge, là, tu pourrais peut-être envisager de faire l'arraché avec directement une charge beaucoup plus basse. Alors, globalement, oui. Ça veut dire que, alors attention, je modifie pas la charge très très rapidement, d'accord? J'aime bien qu'ils travaillent au départ avec bâton ou avec PVC. Je prends beaucoup de temps là-dessus. Je fais un travail les ouverts, les yeux fermés, encore une fois pour qu'ils puissent travailler leur équilibre, parce qu'il y a beaucoup d'équilibre dans l'haltérophilie, d'accord? Je cherche avant tout à avoir comme consigne principale de chercher à pousser dans le sol, parce que l'haltérophilie, c'est pousser dans le sol, c'est pas tirer. En fait, en France, on a un glossaire où on utilise effectivement les notions de premier tirage et de deuxième tirage. Mais en fait, il faut bien penser une chose, c'est que l'haltérophilie, avant tout, c'est je cherche à pousser dans le sol. C'est la raison pour laquelle il faut que tu aies des pieds qui soient forts. À partir du moment où j'ai pris le temps avec le bâton, avec le PVC, qui peut prendre plusieurs séances, hein, je vais ensuite pouvoir intégrer les barres, soit les barres de 15 kilos, soit les barres de 20 kilos. Et là-dessus, je continue le process toujours sur les mêmes mouvements pour m'assurer que chaque phase du mouvement d'arraché soit bien compris et soit bien assimilé. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où je vais commencer à augmenter la charge. Donc, tu vois, ça peut prendre plusieurs semaines en fait. Mais Ok. par contre, quand j'ai l'assurance que tous les drills sont mis en place, bah, à un moment donné, tu vas tenter le coup en te disant aujourd'hui, vous allez faire un arraché. Donc, tu amènes à faire cet arraché-là. Si tout va bien, globalement, l'arraché est à peu près correct. Parce que tu penses bien qu'il faut des années et des années pour que l'arraché soit vraiment à haute valeur technique, d'accord? Mhm. Mais tu tentes le truc. Et là, tu te rends compte que globalement, c'est pas si mal que ça. Et ben à partir de ce moment-là, ben, il suffit juste de continuer à creuser et de continuer à travailler en repartant toujours de la base. Pour Ok, moi, je pense ouais. que c'est important de repartir toujours de la base. Et à partir de ce moment-là, eh ben, tous les drills vont devenir des mouvements de renforcement spécialisés. D'accord? Tu vas pouvoir attaquer avec des charges de plus en plus élevées. Et ensuite, tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Et quand ton athlète est bien rodé avec avec ces deux mouvements, est-ce que tu fais un travail, enfin, ton travail, tu le fais sur des répétitions, enfin, des séries courtes, des séries Ouais. longues ou tu fais les deux? C'est la qualité qui prime. Donc, il faut que tes séries soient courtes. Je dépasse jamais 5 reps.
Ok, La plupart du temps, je travaille entre 2, 3, 4 reps, pas plus de 5. ok, Les séries, pareil, courtes. Je dépasse pas 5 séries. Généralement, je travaille aux alentours de 3 à 4 séries, pas plus. Donc, je ok. laisse du temps de récupération. Et comme tu peux le voir, chaque session se fait avec des mouvements où il y a peu de reps. En gros, si tu veux, je ne dépasse pas 10 à 20 lifts au total par mouvement. Ok, ben, la qualité, quoi, avant tout. Exactement. C'est la qualité qui prime en haltérophilie, c'est pas la quantité. Et tantôt, tu parlais de faire des mouvements partiels qui étaient parfois intéressants sur ces deux mouvements-là. Dans quel but les faire, hormis Alors en fait, l'apprentissage? les mouvements partiels, ils peuvent être intéressants parce qu'à un moment donné, dans ton analyse, par rapport aux besoins de ton athlète en préparation physique, tu vas te dire, bah tiens, par exemple, le tirage lourd, là, il est intéressant pour mon sportif. D'accord? Donc, tu vas utiliser un tirage lourd d'arraché ou un tirage lourd d'épaulé, par exemple. D'accord? Peut-être que pour un autre sportif qui a besoin de chercher à avoir une grosse poussée dans le sol, tu vas faire ce qu'on appelle un lift-off. C'est-à-dire que tu vas chercher à faire un deadlift, un soulevé de terre, d'accord, mais tu vas simplement t'arrêter au genou. Parce que là, c'est un sportif qui a besoin véritablement de chercher à pousser dans le sol et c'est quelque chose sur lequel il a encore des difficultés. Si par exemple, tu veux chercher à avoir quelque chose qui est plus orienté sur de l'explosivité, tu vas peut-être alléger ta charge. Et là, derrière, tu vas demander à ton sportif de partir sur un arraché départ suspension, c'est-à-dire en anglais, snap clean. D'accord? C'est-à-dire la barre au-dessus des genoux. OK? Donc, tu vas utiliser partiellement certains mouvements de l'arraché ou de l'épaule jetée, mais parce qu'à un moment donné, il y a un intérêt par rapport à ton sportif. D'accord? Et pas juste, il faut qu'il absolument qu'il sache faire de l'arraché ou absolument qu'il sache faire de l'épaule jetée. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques vidéos qui tournent sur les All Blacks que tu peux retrouver sur YouTube. Si on regarde les quelques vidéos et qu'on essaie de comprendre un tout petit peu, ben on se rend compte qu'ils font énormément de tirages haut d'arraché. Ils mettent jamais la barre au-dessus de la tête. Parce que peut-être que le préparateur physique se dit que ce mouvement-là est intéressant pour mes sportifs dans le cadre du rugby. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils fassent un arraché complet. Et donc, par Donc, exemple, c'est à toi de voir en fait quel est mon intérêt. Qu'est-ce mhm, que je recherche pour mon sportif. quand tu parlais, par exemple, pour la force dans le sol, où tu remontes que jusqu'au genou, là, du coup, tu augmentes la charge ou tu garderais la charge qu'il pourrait utiliser pour le mouvement complet. Bah, si par exemple, c'est effectivement quelqu'un qui a un déficit à ce niveau-là, sur cette partie-là, oui, tu vas chercher au fur et à mesure à augmenter la charge pour l'obliger à pousser de plus en plus dans le sol, pour que tous les muscles moteurs et les muscles stabilisateurs puissent prendre de la caisse et justement réussir à chercher à pousser dans le sol. Bien évidemment, tu ne vas pas garder la même charge que si tu faisais un arraché complet. L'idée, c'est de mettre beaucoup plus lourd Mhm. Ouais, et de trouver la bonne charge. Donc là, c'est toujours pareil, tu calcules. ouais. Et quand on parle de l'épaulé jeté, est-ce que tu demandes à tes athlètes qu'à chaque répétition, ils finissent en fente, enfin avec la jambe droite puis la jambe gauche en avant, ou ils choisissent à chaque fois? Alors, ce que je fais, c'est qu'au départ, ils travaillent les deux. Et après, à un moment donné, naturellement, ils vont trouver leur position finale. Donc, soit pied droit devant, soit pied gauche devant. Et après, ils vont le garder. Parce que c'est là où ils se sentent le mieux, c'est là où ils se sentent le plus stables. Et après, étonnamment, tu as des sportifs qui, sur un jeté-fente, ne sont pas très à l'aise. Et eux, c'est plutôt un jeté-flexion, donc un push-jerk, où là-dessus, ils ont la mobilité suffisante pour pouvoir réceptionner barre au-dessus de la tête. Donc, à un moment donné, je leur laisse cette liberté-là. Parce que je pense que le sportif, quelque part, il doit aussi trouver ce qui lui convient le mieux et pas forcément tout le temps imposer les choses. Et ça n'a pas d'intérêt de chaque fois lui dire tu dois venir avec jambe droite puis jambe gauche, peut-être pour équilibrer le corps, je sais pas, ça n'a pas d'intérêt. Non, je trouve pas que c'est un intérêt. Pour la raison pour laquelle c'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, c'est pas grave s'il fait, je te dis n'importe quoi, hein, s'il fait
10 épaules jetées avec le pied droit devant. C'est pas ça qui va le déséquilibrer. C'est pas un problème en soi. Tu penses bien que sur l'ensemble des mouvements qu'il va faire, avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, c'est pas juste 10 épaules jetées pied droit qui vont le déséquilibrer. D'accord? C'est pas ça le problème. Par contre, si mes 10 épaules jetées pied droit font qu'à chaque fois, les 10, ils sont impeccables parce qu'il est stable, je reste là-dessus sur pied droit devant. Je change pas. Ok, ouais, ok. Et est-ce que du coup, toi, tu mettrais pas de programme d'haltéro chez une personne qui est encore novice dans la musculation? Est-ce que pour toi, il y a d'office, tu dois avoir un bagage en muscu avant de penser à faire de l'haltéro ou pas spécialement? On pourrait très bien commencer à faire de l'haltérophilie sans avoir touché la musculation. C'est pas un problème. D'accord? D'ailleurs, dans l'haltérophilie, ils utilisent aussi du renforcement spécialisé en utilisant des mouvements de musculation traditionnels. Ils font beaucoup de squats. Si tu veux être fort en haltéro, il faut être très fort en squat. Donc, tu vas faire du bas squat, tu vas faire du front squat. D'accord? Tu vas faire également beaucoup de tirage, beaucoup de presse aussi. Mais tu peux très bien faire que de l'haltérophilie. C'est-à-dire que tu ne toucheras pas une barre et de musculation en faisant de la musculation traditionnelle. Ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est sûr que. Alors, tu peux très bien être excellent pratiquant en musculation, c'est-à-dire d'un niveau confirmé technique et physique. Par contre, l'haltérophilie, ça passe pas. Mhm. En termes de mobilité ou… En termes de mobilité, en termes de coordination motrice, j'ai eu et j'ai encore, par exemple, des étudiants qui ont un niveau en musculation qui est, voilà, qui est, qui est d'un bon niveau, voire pour certains mouvements d'un niveau confirmé, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on se rend compte que étonnamment, bah, en haltérophilie, ils ont vraiment de grandes difficultés et il faut trouver le bon chemin pour pouvoir faire en sorte que ça se débloque. Et après, j'ai eu l'inverse. J'ai eu des athlètes qui ont été euh, très bons en haltéro, même encore aujourd'hui. J'en ai un ou deux qui s'expriment bien en haltérophilie. Et pourtant, musculation, ça va, ça tient la route, mais c'est pas forcément d'un niveau exceptionnel. Mhm. Bah, ça Donc en prouve que gros, tu c'est deux peux tout sports avoir. différents. Exactement, exactement. Et j'ai vu un peu, je me suis un peu renseigné quand même sur l'haltéro en vite fait Ouais, avant notre vidéo. Et j'ai vu que certains mettaient en place, euh, pour favoriser le transfert, un exercice d'haltéro suivi d'un autre exercice ou inversement pour ouais, certains sports. Moi, j'ai vu ça avec plein, enfin, ils donnaient plein d'exemples avec différents sports, basket et tout ça. ouais. Euh, Est-ce que toi, tu utilises ça? Si oui, comment tu l'utilises et aussi dans quel but? Alors, ça se fait effectivement. Oui, je l'utilise, pas tout le temps, mais je l'utilise pour justement chercher à avoir cette idée de transfert, même si, entre guillemets, aujourd'hui, la notion de transfert, c'est quelque chose qui est débattu. On se pose toujours la question de est-ce que tout est transférable? Est-ce que le transfert existe vraiment? Ou est-ce que quelque part, rien ne vaut le travail dans la discipline même pour transférer telle ou telle chose? Mais en tous les cas, je le fais. Alors, lorsque je le fais, j'utilise, si tu veux, les mouvements d'haltérophilie comme mouvement principal. Et après, derrière, j'utilise principalement en contraste de charge, c'est-à-dire que je vais chercher à faire soit une partie du mouvement en arraché ou en épaulé jeté avec une charge assez lourde. Et après, derrière, je vais chercher quelque chose qui est beaucoup plus orienté de manière explosive. Donc, pas mal de lancers, pas mal de sauts également. Je vais chercher avant tout de la verticalité, bien évidemment, parce que c'est dans l'essence même de l'haltérophilie, mais pas que pas que. Donc là-dessus, sur les protocoles, le format reste assez simple, hein. Par exemple, je vais faire 3 tirages lourds d'arraché et après, derrière, je vais faire 5 ball jumps, par exemple. Mhm. Tout 3 à 4 séries avec des récupérations de 3 minutes. Parce que là-dessus, ce que je recherche, c'est avant tout la qualité, c'est avant tout la vitesse, c'est la qualité du geste. Et ça, enfin, c'est dans quel but qu'on utilise ce type de méthode?
Alors là-dessus, on va être clairement sur du développement spécifique, type puissance, explosivité, réactivité. Euh, donc, si on reprend par exemple la pyramide fonctionnelle de Gray Cook sur laquelle je me réfère assez souvent, tu es en haut de la pyramide. C'est-à-dire que la pyramide va se décomposer en trois parties. La première partie, c'est une partie qui est vraiment dédiée au mouvement. Donc, c'est toute la phase d'apprentissage, le travail de respiration, le travail de mobilité, de souplesse, le travail de stabilité, de contrôle moteur. Quand ça c'est fait et que l'apprentissage des mouvements est validé, techniquement, tu vas passer au deuxième étage qui est l'étage performance, où là-dessus, le but du jeu, en gros, c'est de mettre la caisse. C'est-à-dire que tu vas augmenter les volumes, tu vas augmenter les intensités. Pourquoi? Parce que les mouvements ont été validés techniquement. Et donc là-dessus, tu vas utiliser tous les benchmarks qui existent, les formats qui existent pour justement développer les niveaux de force. Quand c'est fait, tu vas arriver au troisième étage qui est le haut de la pyramide. Et là-dessus, c'est clairement ce que l'on appelle les compétences. Gréco l'appelle les skills. Donc là-dessus, c'est vraiment la recherche de la spécificité liée à l'activité ou liée aux besoins de l'athlète. Donc là-dessus, c'est uniquement dans cet étage-là où je vais chercher justement ces contrastes de charge, où je vais rechercher justement à travailler avec l'haltérophilie, mais pas que. Je peux très bien faire du contraste de charge tout à fait traditionnel avec du squat, avec du press, avec du pull par exemple, peu importe. Mais c'est à ce moment-là où tu vas travailler avec l'haltérophilie. Maintenant, ça veut dire que ton haltérophilie, à ce moment-là, elle a été validée. C'est-à-dire que, on est d'accord, hein, les différentes parties des mouvements sont validées, que peut-être ton snatch ou ton clean and jerk est validé, et tout ça, tu l'as fait avant. C'est-à-dire tu l'as fait aux étages en dessous. On est C'est ça d'accord. ma question. C'était ça que j'allais te poser Ouais, justement. Il faut une certaine, enfin, il faut avoir la base qui est bien ancrée avant de vouloir faire ce style de travail, quoi. exactement. Qui est encore plus compliqué. Exactement. Donc, ton apprentissage en haltérophilie, tu vas le faire sur les deux étages d'en dessous. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et ma dernière question maintenant, ce serait juste quelques conseils, les conseils principaux que tu donnerais pour pour ceux qui aimeraient démarrer l'haltérophilie et pour bien la démarrer. Alors, euh, déjà, aller dans un club haltéro. Si on veut vraiment rechercher les compétences techniques, c'est aller dans un club d'haltérophilie affilié par la Fédération française d'haltérophilie et de musculation, déjà. On peut avoir d'excellentes compétences dans les box de CrossFit. On en a suffisamment en France, je pense, avec des instructeurs qui ont un bon niveau en haltérophilie. Il faut juste trouver en face de nous quelqu'un qui est passionné par l'haltérophilie et qui a envie de prendre le temps de vous apprendre à pratiquer l'arraché et l'épaulé jeté. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Ensuite, le deuxième conseil, parce que je le retrouve assez souvent, notamment avec mes étudiants, c'est d'être patient. Surtout ne pas s'énerver, ne pas s'agacer. Pourquoi? Parce que l'haltérophilie, c'est un sport qui est très technique et qui demande justement, je me rabâche, hein, mais ce temps de patience pour assimiler chaque mouvement qui va vous permettre à un moment donné de réussir à avoir la barre au-dessus de la tête. Et enfin, le dernier conseil, c'est toujours de travailler à côté la respiration, la mobilité, le contrôle moteur, les niveaux de force, parce que cette composante-là va aider à faire en sorte que les deux mouvements olympiques soient bien maîtrisés.